Bonjour et bienvenue donc à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 juillet. Comme tous les vendredis, j'aimerais vous donner un aperçu du calendrier de la présidente pour la semaine à venir. Lundi, la présidente von der Leyen recevra la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, pour un déjeuner de travail. Mardi, elle recevra le président fédéral de l'Autriche, Alexander Van der Bellen. Le soir, elle recevra le Premier ministre de la Pologne, Mateusz Morawiecki, pour un dîner de travail. Le mercredi, la présidente présidera la réunion du collège et le vendredi, elle sera à Dublin, en Irlande, dans le cadre de son tour des capitales Next Generation EU. And now, Adalbert has an announcement on the high-level resettlement forum taking place today. Adalbert. Merci, Eric. Today, Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson is hosting a high-level resettlement forum. The forum will be an expression of European leadership in restarting and strengthening global resettlement efforts disrupted by the pandemic, as well as opening new complementary pathways for admission and integration of refugees. The Commissioner's announcements will include financial support to Member States' efforts. On the high-level panel, she will be notably joined by the United Nations High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, US Secretary Alejandro Mayorkas, Canadian Minister Marco Mendicino, and the Director General of the International Organization for Migration, Antonio Vitorino, as well as the Finnish, Italian, and Slovenian Ministers of the Interior, MEPs, and representatives of EU agencies and civil society. The event is open to all and will be streamed live this afternoon. More details in our daily news. Merci beaucoup, Adalbert. Avant de passer à vos questions, je tiens à vous rappeler que la réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales continue aujourd'hui en Slovénie. Une conférence de presse avec le commissaire Nicolas Schmit aura lieu après la réunion vers 13h. Et avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. Alors, je commence avec les questions de collègues qui sont connectés. Lorne, you have the floor. Yes, good afternoon, Lorne Cook, Associated Press. I have a question on vaccines. We understand the way we've seen the rollout of the vaccines, that the processes are now happening in parallel, so things can go very quickly. I wonder if you can help me to understand one thing. AstraZeneca says it's now trying to get its Indian version of its vaccine approved, that it's actually submitted a request for approval for that. So I wonder, firstly, if you can confirm that on your side. I imagine the Commission is going through its own processes. And then secondly, I'm trying to work out, could we imagine that Indian version being used in the 300 million doses that AZ is supposed to provide to the Commission? I know you haven't renewed the contract, but could we perhaps imagine it being used? Thank you. Thank you. Question for Stefan. Thank you very much for this question. On your first question with regards to the request for approval of the Indian-produced vaccine, I think it's best that you contact or submit this question to our colleagues from the European Medicines Agency. It's the Medicines Agency that receives these requests and follows up on these requests. To my knowledge, but really you have to check with EMA, they have not yet received this request, but again, best to check with them to see what the latest state is there. With regards to the number of doses that AstraZeneca has to produce, which is indeed on the basis of the contract 300 million, these doses have to be produced coming from plants which have indeed been recognized by the agency, by the European Medicines Agency, and which are covered by the conditional marketing authorization. So that's, I would say, the structure that has to be followed, the rules that have to be followed, again, to ensure that the vaccines that are produced are efficient and safe as checked by EMA. So what matters is that the vaccines that are put on the European market have followed the production processes and come from plants that have the necessary, I would say, green lights from EMA. And then it's up to the company to make sure this production happens
the way they see fit, using the plants that may be necessary for this production. Thank you. Lorna, you have a follow-up. Yes, just quickly to say that I introduced my question in a bit of a convoluted way because the EMA has declined to confirm to us whether they've received authorization or not, and we're trying to understand why that might be, and which is why I asked you at the Commission. I assume you don't want to speak on behalf of the EMA. Would you be able to shed on any light on why that might be the case? No, Lorne, I think it's very clear that we have different responsibilities from those from the European Medicines Agency, and therefore, if you do not obtain a specific set of information on authorization request submissions from the EMA, you should really not expect that we are in any way going to provide you with different information on that. It is really the European Medicines Agency, which is the sole authority responsible for giving you the official information on whether a request has been submitted or not, and any other details that they see fit to provide. Okay, let's continue on the issue of vaccines and vaccination. So please only keep your hand raised if you have a question on that and on the health situation. Okay, I see 4 hands raised on, I guess, this issue. So let's start with Anne. Anne, tu as la parole. Nous t'entendons, Anne. Oui, bonjour. Non, c'était une question sur le plan de relance, pardon. Je suis désolée. Donc, on reviendra vers toi ultérieurement, Anne. Angelo, a question on vaccines and vaccination. Thanks. Yes, thank you, Eric Angelo Di Mambro, ANSA News Agency. U.S. health authorities say that Americans that have already received the second dose of vaccine, anti-COVID vaccine, don't need a third one because Pfizer asked for that, presented an application for this. What is the state of the play in Europe on this topic? Is the European Commission looking into that? Is the EMA looking into that? Maybe. That's my question. Thank you. Thank you very much, Angelo. Stéphane. Thank you very much. Maybe what I could reiterate is the fact that we have concluded some time ago a third contract with BioNTech Pfizer for the purchase and delivery of 1.8 billion doses. This contract is meant to tackle potential future challenge that we may have to tackle, such as the production or the administration of a booster dose, which may be required at a certain stage, or also the development, production, and delivery of vaccines that are able to address future variants. So the Commission is clearly thinking about potential challenges, future challenges that are coming our way by being ready with a contract concluded with BioNTech Pfizer. We also have, by the way, as you know, exercised our option of the second contract with Moderna, also with a view to tackle these challenges. So the Commission is clearly ready, I would say, to tackle such challenges. This being said, what remains very important is obviously that we follow the scientific views, the scientific findings of our colleagues of the European Medicines Agency, which continues to follow, obviously, the efficiency and the safety of the vaccines, in particular of the use of a second dose and the 2 doses, and that will also follow, obviously, questions relating to the need of a booster dose. Thank you. Thank you. We continue on issues related to vaccines. Christian. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions relatives au vaccin. La première, je suis très perplexe sur la version indienne du AstraZeneca. J'arrive pas à comprendre quel est le problème. C'est pas le même vaccin AstraZeneca qui nous est injecté aujourd'hui, celui qui est fabriqué en Inde. Pourquoi il y a tant de problèmes avec cette version-là? Moi, j'avais cru comprendre qu'on essayait d'avoir un maximum de capacité de production. Or là, manifestement, il y a un doute qui est émis
par, par la Commission sur le sérieux de ce vaccin fabriqué en Inde. Est-ce qu'il est vraiment... Bon, ça c'est ma première question. Ma seconde question, c'est plutôt trait à la vaccination dans l'Union européenne. On voit un petit peu partout apparaître des alarmes disant qu'effectivement il y a un ralentissement des campagnes de vaccination et qu'il y a un gros déséquilibre entre les États membres. Il y en a qui sont en avance, d'autres qui sont en retard, mais qu'en fait on se fonde beaucoup sur le fait qu'il y a une grosse partie de la population qui a reçu une injection. Or, et on l'a bien vu avec le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, avait reçu une injection du AstraZeneca et a récupéré une version très mauvaise du Covid qu'il a laissé sur le flanc pendant plusieurs jours, d'où l'importance d'avoir la deuxième injection. Donc je veux savoir, est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à votre objectif de 70% des adultes vaccinés pour la fin de l'été? Ou est-ce qu'il commence à y avoir un doute qui va entretenir la crainte d'une quatrième vague et des répercussions potentiellement économiques sur l'Union européenne? Merci. Merci Christian. Avant de passer la parole à Stéphane, peut-être 2 commentaires de ma part. Je ne pense pas que la Commission ait émis des doutes sur la version indienne du vaccin d'AstraZeneca. Simplement, il y a des processus formels qui doivent être suivis selon des critères bien spécifiques et qui impliquent que la version indienne du vaccin doit demander l'autorisation auprès de l'Agence européenne du médicament. Mais Stéphane va certainement préciser cela. En ce qui concerne l'objectif, permets-moi de te rappeler que l'objectif que la Commission a fixé, ça n'est pas un objectif de vaccination, puisque nous ne sommes pas responsables des politiques de vaccination, des campagnes de vaccination, ce sont les États membres. L'objectif que nous sommes fixés au niveau de la Commission européenne, c'est de livrer suffisamment de doses aux États membres afin que ceux-ci puissent vacciner entièrement 70% des adultes de l'Union européenne, donc des 18+, que ce soit sur base de 2 doses de vaccin lorsque le vaccin le requiert, ou d'1 dose de vaccin, comme c'est le cas avec le vaccin de Johnson & Johnson. Donc il faut que l'on distingue, parce qu'il y a quand même il peut y avoir un délai entre les livraisons et la vaccination. Quant à la question de la préoccupation en ce qui concerne les campagnes de vaccination, notre message, et la présidente l'a répété à de très nombreuses reprises, c'est qu'effectivement, il faut que nous continuions les campagnes de vaccination au niveau des États membres afin de s'assurer qu'un maximum de la population puisse arriver à une vaccination complète le plus rapidement possible, car c'est le seul moyen de s'assurer que nous puissions faire face à l'évolution de la pandémie et la garder sous contrôle. C'est vrai que lancer le mouvement avec une première dose est déjà en soi important, parce que l'on sait que ça protège notamment des effets, ça protège souvent des effets de la maladie, mais ça n'offre pas une protection complète. Voilà, après cette introduction un petit peu longue, je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand-chose, je pense, que je peux ajouter. La première chose, c'est qu'en effet, comme Eric l'a souligné, il ne s'agit pas de créer un doute quant à ce vaccin, pas du tout. La société est toujours en mesure de soumettre une demande de reconnaissance ou une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'EMA. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que l'EMA fait avant de donner son feu vert à mise sur le marché d'un vaccin, il vérifie l'efficacité et la sûreté des vaccins, et ça implique également une vérification des procédures de production, par exemple, parce que EMA veut s'assurer du fait qu'une production de masse continue à garantir l'efficacité et la sûreté des vaccins auxquels les Européens ont droit. Donc lorsqu'il s'agit d'un vaccin qui est produit en dehors du supply chain pour lequel il y a déjà une autorisation, alors c'est à l'EMA de vérifier les étapes qui sont suivies, les processus de production, les procédures de production, encore une fois, pour assurer aux citoyens européens que les vaccins qui sont produits dans cette usine, dans cette supply chain, respectent les conditions nécessaires en ce qui concerne efficacité et sûreté. Donc ça, c'est une
condition fondamentale pour que les vaccins puissent être mis sur le marché. Et je pense qu'avec ça, j'ai fini. Christian, tu as une question de suivi. Oui, merci de m'avoir éclairé sur la procédure de production du vaccin indien. Je n'avais pas très bien compris. Je ne sais pas si je suis le seul, mais en tous les cas, moi, ça me rassure. Non, c'est une réflexion sur le fait que l'on lit aussi un petit peu partout qu'il y a des stocks de vaccins non utilisés dans des pays. Et je pense que j'ai lu quelque chose sur l'Espagne. Est-ce que ça vous préoccupe, le fait que vous avez bien livré, mais que les vaccins ne sont pas injectés? Et donc, effectivement, ça participe, ça contribue au ralentissement des campagnes de vaccination. Stéphane. Je pense que nous avons toujours, il y a deux choses. D'une part, nous avons toujours souligné que de notre part, ce qu'on essaie d'assurer avec les producteurs de vaccins, c'est la livraison d'un nombre suffisant de doses pour qu'on puisse tous atteindre l'objectif de 70% de la vaccination de la population adulte. Ce qui reste important, cependant, évidemment, c'est que les États membres font le nécessaire pour administrer les vaccins qui ont été livrés par les sociétés de vaccins. Donc, en effet, il s'agit de rapidement utiliser les vaccins qui ont été livrés. Cet objectif de 70% est un objectif très important. Nous devons tous faire le mieux pour y arriver. Nous pensons qu'avec le nombre de doses qui seront soumises, et comme l'Éric a souligné, les États membres seront en mesure d'atteindre cet objectif, mais il faut évidemment que les États membres font l'administration des doses. Je vous rappelle que la commissaire Kyriakides fait un tour de plusieurs États membres où elle visite les États membres pour voir avec les États membres quels sont les défis, de quelle manière est-ce que la Commission peut soutenir les États membres pour assurer, entre autres, que les taux de vaccination de 70% soient atteints par tous les États membres. Et permets-moi de rajouter peut-être, Christian, que ce qui est clair, c'est que nous suivons la situation attentivement. Il ne faut pas tirer des conclusions trop rapides en ce qui concerne les doses qui sont en stock dans les États membres. Cela peut être lié à toute une série de facteurs. Le fait qu'on ait déjà effectivement atteint un grand nombre de personnes et qu'on atteint maintenant des couches de la population qui sont peut-être plus rétives à la vaccination peut effectivement être un facteur, mais il peut y en avoir d'autres, donc il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Cela étant dit, et je crois que Stéphane, en mentionnant le fait que Mme Kyriakides est en contact étroit avec les États membres, le souligne, nous suivons la situation de près afin de nous assurer qu'effectivement les doses livrées puissent être utilisées le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions. Christian, tu as une autre question de suivi. En fait, non, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Il sera bref. C'est sur ce coup-là, on ne pourra pas dire c'est la faute à Bruxelles. On est toujours ravis quand tu le dis, et on est encore plus ravis quand tu l'écris, Christian. Donc n'hésite pas. Anne, nous revenons vers toi puisque maintenant tu as une question sur les vaccins, j'ai cru comprendre. Voilà, ma caméra est sur mon ordinateur portable et ça dérègle tout, donc je suis désolée, j'ouvre pas. Oui, en fait, j'ai une question sur... Bon, vous communiquez sur le nombre de doses livrées. Et je crois, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, qu'on est à 481 millions de doses livrées. Donc par l'UE aux États membres. La question que je me pose, c'est ces 481 millions de doses permettent de vacciner combien de personnes? Parce qu'un nombre de doses, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a du Johnson & Johnson, donc est-ce qu'il serait possible de savoir combien de personnes ça permet de vacciner? Merci beaucoup. D'accord. Une première chose, c'est qu'évidemment, ce n'est pas l'Union européenne qui livre les doses, ce sont les entreprises pharmaceutiques. Je crois que cela va de soi, c'est ce que tu voulais dire. Effectivement, en ce qui concerne le nombre de personnes que cela permet de vacciner, il y a une différence entre le nombre de doses livrées et le nombre de personnes, puisque 3 des 4 vaccins qui ont été autorisés par l'EMA nécessitent 2 doses. Donc la seule
entreprise qui livre des vaccins nécessitant une seule dose, c'est Johnson & Johnson. Donc c'est ça qui fait la différence. Stéphane, est-ce qu'on peut donner un chiffre approximatif, en tout cas, en ce qui concerne la question d'Anne ? Tu viens d'expliquer, Eric, le défi, parce qu'il s'agit en effet de deux types de vaccins. Certains vaccins ont besoin de 2 doses, d'autres vaccins ont besoin d'une dose. Et tout dépend du nombre de doses qui a été livré par ces 2 groupes pour faire le calcul. Donc, je n'ai pas un calcul exact ici. Permettez-moi de vérifier, peut-être que je pourrais vous donner quelque chose. Entre-temps, il faut mettre une petite musique. Voilà. Passez-moi la parole. Pendant que Stéphane, je vais faire la musique pendant que Stéphane fait ses calculs, mais ce qui est certain, Anne, c'est que la très très vaste majorité des doses qui ont été livrées sont des doses d'un vaccin nécessitant 2 injections. Johnson & Johnson, comme tu sais, n'a livré jusqu'à maintenant qu'un nombre encore relativement restreint de doses. Et donc, c'est principalement le nombre divisé par 2 avec une certaine variation pour tenir compte de Johnson & Johnson. Voilà, je pense qu'on reviendra vers toi ultérieurement si Stéphane peut te donner le calcul exact. Il ne faut pas oublier que ces chiffres évoluent quotidiennement. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous suivons, pour lequel nous avons un chiffre précis chaque jour. Alors, je ne vois plus d'autres questions sur les vaccins. Et donc, Anne, je te repasse la parole pour ta question sur les plans nationaux de relance. Vous m'entendez ? Oui. Oui, alors j'avais quelques questions sur les plans nationaux de relance. Je voulais savoir, je crois que c'est le cas, en tout cas au moins pour 3 États membres, quels sont les États membres qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore soumis leur plan de relance à la Commission. Je suis navrée si je vous repose la question, pardonnez-moi. Combien de pays, enfin si je vous pose à nouveau la question, combien de pays ont demandé une période d'extension et quels sont-ils ? J'en profite au passage pour vous demander où on en est sur la Hongrie. Voilà. Est-ce que la Hongrie a fait une demande d'extension ? La période d'examen de son plan. Et puis, dernière question, combien de plans ont été approuvés par la Commission ? Et sont donc maintenant à l'étude, si j'ose dire, au Conseil, évalués par le Conseil. Merci. Merci. En ce qui concerne ta dernière question, nous avons fait jusqu'à maintenant 16 visites avec la présidente et donc la réponse, si je ne m'abuse, est 16 plans qui ont été approuvés. En ce qui concerne les autres questions, je passe la parole à Martha. Oui, merci Eric. Effectivement, le premier chiffre que tu as donné est tout à fait correct. Donc la Commission a déjà approuvé 16 plans. Ceux-ci maintenant doivent être analysés par le Conseil. Et donc tu sais peut-être qu'il y a bien une réunion du Conseil ECOFIN qui aura lieu la semaine prochaine pour approuver, on espère, plusieurs des plans qu'on a présentés au Conseil. Donc, il nous reste 8 plans qu'on analyse, qui nous ont été soumis par les États membres, et on espère en recevoir encore 3. Donc, il y a 3 États qui n'ont pas encore soumis leur plan à la Commission. Il s'agit de Malte, de Bulgarie et des Pays-Bas. En ce qui concerne ta question sur les extensions, donc comme j'ai eu l'opportunité de l'indiquer cette semaine, donc il y a 5 pays qui nous ont informé qu'ils souhaiteraient une extension de la période d'évaluation de la Commission qui est de 2 mois. Il s'agit de la Pologne, de l'Estonie, de la Roumanie, de la Suède et de la Finlande. Et je crois que oui, ta dernière question concernait le cas hongrois. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles informations à apporter par rapport à ce qui a été dit cette semaine. Nous continuons d'évaluer le plan hongrois selon les 11 critères énoncés par le règlement RRF. Et donc, nous espérons bien sûr conclure cette évaluation au plus vite possible. Merci.
Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur les plans nationaux de relance pour nous aujourd'hui? Merci de garder votre main levée que si c'est le cas. Derek. Ah, tu viens de la baisser. Alors, Oliver. Ah, bon, je sais pas. Oui, on va commencer avec Oliver et on verra après. Tu as un problème avec ta source de micro et je vais en profiter pour passer la parole dans la salle à Isabelle. Bonjour. C'était sur la Hongrie aussi. On vous avait demandé des clarifications à la Hongrie. Est-ce que ça se passe dans un dialogue? Est-ce que vous attendez des clarifications écrites? J'aimerais bien savoir comment ça se passe plus concrètement les jours qui viennent, sachant qu'il y a cette date du 12 juillet. À quel moment vous décidez, est-ce que c'est vous qui demandez une extension? Est-ce que c'est la Hongrie qui doit demander une extension? Ou est-ce que juridiquement, vous pouvez continuer sans que ça soit formellement demandé? Merci. Martha. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Merci pour ta question, Isabelle. Donc, en fait, le règlement prévoit que pendant toute la période d'analyse des plans que reçoit la Commission, il y a un dialogue étroit avec l'État membre. C'est encore une fois l'article 19 qui le précise et qui dit que lorsqu'elle procède à l'évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements supplémentaires. Je continue la lecture de cet article qui dit « L'État membre concerné fournit les renseignements supplémentaires demandés et peut modifier son plan pour la reprise et la résilience si nécessaire, y compris après avoir présenté celui-ci officiellement ». Donc ça, c'est vraiment le cadre juridique dans lequel on se trouve et donc qui s'applique à ce cas actuel. Après, les discussions qu'on a avec tous les États membres dans cette période prennent la forme de différentes, à la fois des échanges écrits, oraux, des meetings, donc ça, je pense que c'est naturel. Et encore une fois, le règlement précise que l'État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l'évaluation pour une période raisonnable. Donc, ce qui est important ici, c'est que effectivement, ça doit être un accord commun des deux parties pour cette extension. Merci. Merci beaucoup. Oliver. Ah oui, maintenant ça marche. Merci aussi là-dessus. Martha, tu as dit que nous continuons d'évaluer les plans, en fait le plan hongrois. Est-ce que vous analysez le plan original ou les réponses ou les explications que les Hongrois ont envoyées concernant la lutte contre la corruption, etc. Parce que les recommandations de 2019 et 2020 étaient assez précises. En fait, on peut lire dans les deux rapports que en fait, en Hongrie, il n'y a pas de volonté politique d'attaquer la corruption de haut niveau. On connaît tous le cas du beau-fils du Premier ministre Orban, etc. et l'enquête de Olaf, l'enquête des autorités hongroises qui était terminée. Donc, je voudrais bien savoir si vous avez reçu des réponses du gouvernement hongrois sur la question de la corruption et si, en fait, il sera nécessaire de passer par l'hebdo, par le chef de cabinet, ou si vous êtes d'accord avec les réponses des Hongrois, si la décision sera prise directement via, dans la procédure écrite. Merci. En ce qui concerne ta dernière question, Oliver, la Commission a différentes procédures de décision, mais quand c'est la procédure écrite, cela implique aussi évidemment que les cabinets responsables et les commissaires responsables donnent leur approbation. Donc il n'y a pas vraiment de différence en termes de substance en fonction de la procédure qui est suivie. Alors, en ce qui concerne les autres questions, je repasse la parole à Martha.
Oui, merci Oliver. Donc tu as fait bien de rappeler effectivement que ce qui est important dans le cadre de l'analyse du plan hongrois, c'est effectivement les recommandations qui ont été émises à la Hongrie dans les années 2019-2020. Et comme tu l'as bien dit toi-même, les recommandations qu'a reçues la Hongrie ont trait à de nombreux sujets, mais notamment également liés à la corruption. Un deuxième élément qui est important dans notre analyse, c'est le fait que chaque pays doit mettre en place un mécanisme de contrôle et d'audit adéquat, justement pour prévenir les cas de corruption et de fraude. Donc, effectivement, nous avons deux critères importants qui sont applicables dans l'analyse du plan hongrois, que nous regardons bien sûr en détail. Et effectivement, nous faisons notre analyse sur la base de toutes les informations qui nous sont fournies. Donc, à ce stade-là, encore une fois, nous continuons cette analyse approfondie du plan et espérons trouver une conclusion le plus vite possible. Merci. Oliver, tu as une question de suivi. Oui, alors si j'ai bien compris, le délai de 12 juillet ne sera pas tenu. Il ne sera pas possible pour la Commission de prendre cette décision jusqu'à lundi. Et pourquoi les Hongrois n'ont pas demandé une extension pour leur réponse, comme les 5 autres pays? Merci. Martha. Merci Oliver. Alors, je ne vais pas spéculer en ce qui concerne pour la partie hongroise, pourquoi elle n'a pas demandé d'extension. Donc, bien sûr, tu dois t'adresser aux autorités hongroises à ce sujet. En ce qui concerne, nous, la date de finalisation de notre analyse, encore une fois, je ne souhaite pas spéculer à ce stade quand est-ce que nous pourrons la finaliser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce moment. Merci. Merci. Alors, je vois d'autres mains levées, je suppose, sur ce thème. Tommaso. Yes, it's on this. Thank you for the floor. I just have a question. The first one is on the agenda. Can you confirm that President von der Leyen will not be in Budapest on Monday? And a second question is more on the recovery. So does this mean that from now on the tour is over if she doesn't go to Budapest, and that she will stop hand over the evaluation to each prime minister? Thank you. Well, I can certainly confirm that the president will not be in Budapest on Monday, or else I would have announced it in her agenda. As to your second question, not at all. The visits will take place according to the schedule of assessments by the Commission of the different plans which have been submitted. As Marta said in answer to the first question from Anne, there are 3 plans that we have not received until now. So we have visited 16, so 16 plus 3 is 19. We have 27 member states, so there are 8 member states to go, including Hungary, and it will, as always, depend on the assessment of the plans by the Commission. Tommaso, you have a follow-up? Yeah, thank you. Just a quick follow-up. Sorry, Tommaso, I announced Ireland for next week, so it proves the point that we are continuing the visits. Sorry. Thank you for this detail. Just a follow-up for Marta. About the procedure, if this evaluation doesn't come by Monday, and if by Monday Hungary does not request for an extension of the time for having this evaluation, what does the regulation says? Does it say that the request of Hungary is not valid anymore, and that if they want to receive the recovery and resilience facility funds, they have to submit a new plan? Thank you. No, it doesn't imply that at all. Marta.
No, indeed. I must say that here the regulation doesn't provide indications. So it just provides the timeline, which I mentioned. And of course, at this stage, as you well know, we don't answer if questions. So I'm afraid you will have to wait a little bit and to see what will happen basically next week. But for the moment, as I said, we continue our analysis. We're in close contact with the Hungarian authorities, and we are doing our best to proceed as foreseen. Thank you. Merci. Quentin, une question sur les plans. Oui, exactement. Bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Super. Oui, ma question, oui, elle est, c'est pas une question if, c'est une question un peu aussi technique, mais c'est possible, est-ce que c'est possible dans le texte, dans le règlement sur le plan de relance, qu'il y ait seulement 26 paiements qui puissent être lancés avant la fin juillet, comme c'était plus ou moins prévu comme indiqué, et que le 27e, la Hongrie, arrive plus tard. Ça, j'ai relu le règlement et je ne comprends pas trop comment ça marche. Et si par exemple, l'autre question, au cas où un plan de relance est refusé, est-ce que l'argent qui est dédié au plan de relance de ce pays-là peut être distribué par une clé de répartition dans les autres pays? Permets-moi de te rappeler, Quentin, que de toute façon, il y a 3 plans qui n'ont pas encore été soumis. Donc, nous ne sommes pas dans une situation de 26 plans soumis et potentiellement approuvés avant la fin du mois de juillet. Donc, ça montre bien que les deux ne sont pas liés. Le délai la possibilité de faire des versements et le fait que tous les États membres aient soumis leur plan. Mais je passe la parole à Martha pour le reste. Oui, merci. Effectivement, ça me permet peut-être de clarifier la procédure en ce qui concerne les premiers versements pour les pays. Donc, encore une fois, ici, le règlement nous donne les différentes étapes et également les différents délais pour les prochaines étapes. En clair, la Commission ne doit pas attendre à ce que tous les plans soient soumis ou approuvés pour commencer les déboursements. Donc, ça, c'est un point important à souligner dès le départ. Donc, dès que le Conseil a approuvé donc, la proposition de la Commission pour un plan national, la prochaine étape, c'est que la Commission conclue un accord de financement ou un accord de prêt avec l'État membre concerné si cet État membre a demandé un prêt. Après la signature de ce document, la Commission doit faire un premier versement de 13% à ce pays, et cela, si possible, dans les 2 mois. Donc ça c'est également prescrit par le règlement. Et donc cela signifie que pour certains pays, effectivement, si le Conseil approuve les plans la semaine prochaine, c'est des étapes qui devront avoir lieu en juillet. Donc nous espérons commencer les premiers déboursements pour ces pays-là dans la deuxième partie de juillet. Merci. Merci. Anne, de nouveau sur ce sujet, je pense. Oui, donc toujours une question sur le plan de relance hongrois. Pour bien comprendre en fait ce qui se... Donc il y a un souci sur le contrôle, sur le système de contrôle des fonds. En tout cas, il pourrait y avoir un problème. Le contrôle des fonds n'est pas suffisamment robuste, on va dire. Voilà. Ça, c'est un des critères. Un critère évidemment très important, mais pour qu'un plan passe, il faut qu'il respecte 7 critères sur 11 de mémoire. Donc, est-ce que ça veut dire que... Ça veut forcément dire qu'il y a d'autres critères sur lesquels ça ne marche pas, non, pour la Hongrie? Anne, pour rappel, nous avons dit ici, sur le podium, que la Commission est en train d'analyser l'ensemble du plan. Nous ne sommes pas rentrés dans des détails en ce qui concerne les différents types de critères qui sont mentionnés dans le RF qui font l'objet de discussions. Et comme toujours, nous ne fournirons une analyse qu'une fois que celle-ci a été complétée sur l'ensemble des critères.
Derek. Vous m'entendez? Absolument. Parfait, merci. Bonjour Eric. Je voudrais parler du Brexit et plus précisément du règlement financier. On voit que le Trésor britannique commence à grincer des dents sur le montant qui est annoncé dans le budget consolidé de l'UE 2014-2020, si j'ai bien compris, de 47,5 milliards d'euros. Je voulais vous demander si vous pouviez nous expliquer précisément comment cette somme avait été calculée, s'il est exact de dire qu'elle est supérieure aux estimations, et puis si elle est négociable et négociée. Merci. Merci Derek. Nous en étions encore aux questions sur les plans nationaux de relance. Donc permets-moi, avant de demander à Balázs de répondre à ta question, de voir s'il y a d'autres questions sur ce sujet. Ça n'est pas le cas, je dois réapprendre à regarder s'il y a des mains levées en salle, ce qui fait plaisir d'ailleurs. Je n'en vois pas d'autres, donc effectivement, Balázs, à toi. Bonjour. Donc, effectivement, le 30 juin, comme chaque année, on a publié les comptes annuels de l'Union européenne. Donc, c'est un rapport de 200 pages dans lequel on trouve des informations par rapport aux obligations financières du Royaume-Uni vers l'Union européenne et par rapport aux obligations financières de l'Union européenne vers le Royaume-Uni après le Brexit. Donc, le chiffre que vous citez, c'est correct. Donc, il s'agit d'un montant de 47,5 milliards d'euros que le Royaume-Uni va devoir verser vers le budget de l'Union européenne pendant les prochaines années. Donc, quels sont les éléments, quels sont les composants de ce chiffre? Il y en a deux principalement. Donc, d'un côté, il y a ce qu'on appelle le reste à liquider. Donc, ce sont les paiements qui doivent être effectués par rapport aux engagements qui ont été faits avant le 31 janvier 2020. Et il y a aussi la contribution du Royaume-Uni vers le régime de pension et de maladie assurance maladie de l'Union européenne. Et donc, bien sûr, tous ces calculs ont été faits en ligne avec l'accord de retrait, donc le Withdrawal Agreement. Donc voilà, juste pour ajouter, cette somme, bien évidemment, ne doit pas être payée dans un délai bref, mais il s'agit, on regarde une période de plusieurs années, donc c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Cécilia. Merci. Cécilia Smikal, ORF, Autriche. And I would like to ask a question on another topic, the forest Sorry, Cecilia, you're a bit new. So we take issues by subject. Okay, so we'll come back to you on forests. We'll first take two questions on the UK, on the calculation of the UK contribution, and we'll come back to forest strategies at a later stage. I have a number of hands raised, I think, on this UK calculation issue. Joe. Hi, thank you, Eric and Balázs. So, sorry, my calculations are in pounds on my notes, but there's about a £5 billion disparity in what the Treasury in Britain and the Commission have published. So I was just wondering, what's the next steps in this, please? Do we have to have some discussions and try and bring these numbers together? And then what would be the implications if Britain didn't agree to pay what the Commission deems to be the acceptable divorce bill? And then, sorry, just to add a quick one, Eric. Which football team do you think the President will be supporting on Sunday in the European Championship finals? Thank you. That's a completely unrelated issue, but I'm happy to answer it. Her heart is with the Squadra Azzurra, so she will be supporting Italy on Sunday. Now back to our other business, UK contribution. The report is final, and the calculations were made in line with the withdrawal agreement.
I briefed you about the main elements of the bill, but there's of course an annual breakdown. So when it comes to 2021, there is a obligation for the United Kingdom to pay 6.8 billion euro. And of course, this will have to be done in two parts for this year. And we have already informed the UK government about the payments that they have to do with regard to the first part of this year. And they've already, in fact, paid part of the amount concerned. Therefore, we have absolutely no indications at this point in time that the bill or the amount that we've calculated would be contested. Thank you. David. Sorry, Joe, you have a follow-up. Go ahead. Calculations are final. So what is the process if Britain, the British government, decides that your decision isn't final and it will be sending over via bank transfer its amounts? Will it include will you looking at ECJ infringement or something along those lines? Thank you. Yeah, let's allow Dan to give us some context on process as foreseen in case issues arise. But as we say, we don't expect an issue to arise. No, exactly. And hi, Joe. Thanks for your question. I think Balázs set it out very, very clearly. We are in contact with the UK government. The UK has started paying. I don't think we now need to go down a hypothetical route about what might or might not happen in the future. The one point on process that I might just mention is that, of course, we have a specialised committee on the financial aspects of the withdrawal agreement where issues can be discussed. But at this point, I wouldn't want to speculate on what may or may not happen in the future. I think the position that Balázs set out was very, very clear. A final point just on the withdrawal agreement, these are legal obligations, just like any other part of the withdrawal agreement. Thank you. David. Thanks. Thanks very much, Eric, and sorry, just to go over this ground again, if we could be clear, to the extent that there are differing figures out there, is there any explanation from the Commission side of why that might be, or we have currency exchange issues, or what might be the cause for the differing figures? And then just a clarification on what's been paid by the UK so far. Does this mean essentially in real people speak that the UK's accounts are in good standing? Has the UK paid everything requested of it as of this date so far in accordance with the withdrawal agreements? If we could just have that clear. And they paid some, but is there anything? Yeah, on your first question, no, it's really not for us to do an analysis of potential differences in figures between our official calculations and what some UK officials or experts might have calculated on their side. We issue the calculation and the relevant invoices related to that. That is our role. On the second question, I pass the floor to Balázs. Listen, David, I will try to be as technical as I can on this, as much as I can go into it. So, as I said, in the course of 2021, the amount concerned is 6.8 billion euro. Now, in general, when it comes to the overall figure, we will be sending 2 bills to the UK government per year. So for this year, the first bill was sent around mid-April. So the first bill concerns part of the 6.8 billion. Now, that payment will have to be carried out in 4 installments starting from June. So there is one payment that was to be done in June. This was already done. And there will be one in July, August, and then in September. So this concerns the first part of the year of 2021, and then in September we'll be sending another bill concerning the other part of the sum of 6.8 billion. So overall, the main point here is that so far everything that had to be done was done. Therefore, we have no indication whatsoever that the overall figure would be contested. David, you have a follow-up. I think we just had the answer, which is to say then that first bill was paid in the exact amount that was requested. There was no difference in what was billed versus what was paid. That's correct. Thank you. Catherine.
Yeah, sorry. Just a question about a contested amount. You said Olaf has asked for the recovery, I think about 2.3 billion from the UK. The UK has contested that, and I'm just wondering where is that now? I haven't heard anything else about it. And also on you're talking about the withdrawal agreement, but in terms of future arrangements and participation, for example, in Horizon 2020 or other programs, is it possible to provide us with projected figures? I have requested this from your services, and I haven't really had a satisfactory response. I've been told the actual way that it will be calculated, but not a projection of the actual amount. And because the calculation is rather complicated, I would appreciate a figure for each year. We shouldn't do that here on the podium. We can come back bilaterally. Yes, Catherine. So when it comes to the overall figure of 47.5 billion euro, by far the two biggest components are the payments on outstanding commitments and the UK's contribution to the EU's pension and sickness assurance scheme. These are the biggest ones. Now, there's some minor contribution from other elements, rather technical, so I would propose that we look at this issue bilaterally. Thank you. Are there other questions for us on this? Jorge, your question on the UK payment. Please don't keep your hand raised. Please don't keep your hand raised. Yes, it's for Balázs. Okay, if it's for Balázs, go ahead. Okay, it's for Balázs, go ahead. Yeah, it's on the whether you have scheduled a new bond issuance to finance the recovery fund between now and early August. Thank you. Yes, indeed. So as we've indicated before, there will be another issuance in the course of July, so before the 1st of August, certainly, and this is as specific as I can be at this point in time. Okay. I see no other question on this, so I come back to Cecilia for a question on forests. Microphone. Hello, I'm Mercy. The forest strategy, the presentation was planned on Wednesday. Is this still the case? And if not, why not? Thank you very much, Cecilia, but we announced the agenda of the college after the weekly meeting of heads of cabinet. And therefore, this will be done usually on Tuesday at lunchtime. Until then, we do not communicate on the agenda of the forthcoming week. You have in the so-called liste des points prévus, which is accessible on the internet, a sort of list of points which are foreseen for adoption in future meetings. It is an indicative list. It is only once HEBDO has actually approved the agenda that this is formal. So it's not because something is on the list but is then not on the agenda that it has been postponed, because this list is only indicative and many, many things can lead to a point being shifted forwards or backwards. Right. Are there other questions for us today? Irini. Merci, Eric. It's for Peter. Are there any details on the visit and the meeting that the Minister for Foreign Affairs of Egypt is going to have with the High Representative next Tuesday? Thank you. Peter. Hi, thank you. Yes, I can confirm that High Representative will have a meeting on a Tuesday morning with the Egyptian Foreign Minister, Shukri, to discuss issues of mutual interest. That means bilateral relations between EU and Egypt, and also regional issues, which are very topical. Thank you. Other questions on foreign relations? Oliver, you have a question on foreign relations. No, or, okay, no on something else. Okay, I see no other questions, so I go back to Lorenzo.
Yes, I have a question concerning the ESMA, the European Securities and Markets Authorities, which is still without a president, and there's the procedure is late because the other two authorities, the other two supervision authorities have been already given their president, the new president. And there is there are two candidates. One is Italian, and he came first in the selection that was made. The short list that was made is Carmine Di Noia, and then there's a second candidate who is German, and it's Verena Ross, and she came second. And there is still, after different consultations, there is still a problem. We don't know why this thing has not been solved. One of the reasons is that it's not very clear the procedure, because it is said that if there is a substantial opposition by a number of member states, the thing has to be renegotiated, and it's not clear what substantial means, because the majority of member states, until 18 I think, are in favor of the first candidate, the first shortlisted candidate, which is the Italian Carmine Di Noia. There was in the last days, there were a few articles in the German press which accused Italy to being now trying to delay the process because they don't want the German candidate to pass, which is very strange because the German candidate is second, not first in the list. And what is happening is that there is actually a maneuver to stop the first candidate to get through. That's it. I want to know whether the Commission is concerned and worried about this, the fact that there is a vacancy which has not been filled yet, and whether the Commission agrees with the evaluation according to which is Italy that is delaying the process. Thanks. No, first of all, come on, Lorenzo, you know us very well. You know we never comment on these sorts of comments from third parties on anything, and we would certainly not do this in this case either. As to the process, we have no comment to make on the process which is ongoing, which, if I understand correctly, in any case, is in the hands of the member states, not of the Commission. So we will certainly not make any comment on this. But Dan is your contact point on any technical issues related to this. Okay, Oliver, we come back to you. Yeah, hi. I have a question on media freedom in Poland. Does the Commission have a position on the most recent attempts of the Polish government to basically silence the biggest independent TV station, TVN? There seems to be some sort of worry that their license might not be extended, and I'm asking this particularly in light of the Klub Radio case in Hungary, and especially in light of what the Commission President recently said. I think, if I quote almost verbatim, that independent media, independent financing of media, and so forth is, I think she said, the core or the backbone of our democracy. So what do you intend to do about this? Thank you. Thank you. Christian. Yes, thank you, Oliver, for the question. We are indeed aware of the new legislative proposal changing the rules on broadcasting concessions in Poland. We need to look into the draft in more details, and we'll monitor whether it proceeds towards adoption. We expect member states, of course, to ensure that their policies will not affect the commitment to ensuring a free, independent and diverse media ecosystem. In this context, we are also monitoring very closely the situation related to the TVN24 channel, whose license has not been renewed yet. We are following with growing concern the situation of media freedom and pluralism in Poland. Those concerns we have made already well known. They have been outlined in the Rule of Law report in its latest edition. As the Rule of Law reporting is carried out on an annual basis, the 2021 edition, which will be sent soon, will again look into the relevant aspects of media pluralism in Poland.
Let me remind you that the Commission indeed attaches great importance to media freedom and pluralism. They are vital to hold governments accountable and to monitor democratic processes. Media should be able to work freely and independently everywhere in the European Union. Thank you very much. Are there other questions for Christian? Lorenzo. When is the new report on rule of law for 2021 being published by the Commission, more or less? Well, you know, Eric just said we always confirm. I mean, we will confirm the date of publication of the report once the agenda of the college has been adopted, not before. Is it before the summer break or after? Lorenzo, you can go to the liste des points prévus and have a look at the indicative timing. But look, let's be clear. We make this available to you guys so that you can have a look, but we will only confirm the agendas of the college after the HEBDO meetings. It's a rule that we follow, okay? And it has good reasons because there are many elements which should come into play. And for any reason whatsoever, change the indicative planning. So we try to help you, but please don't put us then under pressure to confirm things before they have been formally approved. Okay, I see no other questions. I believe Patrizia is on another issue, so no further questions for Christian. Patrizia. Eric, thank you, Eric. Good morning. I would like to understand now that Italy has given a port for disembarkation to Ocean Viking. Is the Commission already working on a coordination for the relocation of the migrants on board? Thank you. Thank you, Patrizia. Question for Adalbert. Good afternoon, Patrizia. So first off, we welcome Italy's decision to assign a safe port of disembarkation to the Ocean Viking vessel. The Commission stands ready to coordinate voluntary relocation to other member states, and as always, we call on member states to participate in voluntary relocation efforts in a spirit of solidarity and shared responsibility for managing migration in Europe. Thank you very much. Are there other questions for Adalbert today? Patrizia, follow up? I believe you have forgotten to press speak. Okay, here I am. Now you can hear me. Since I know that the Commission is always in contact with the member states in order to relocate migrants, I was wondering whether there is already some pledges to relocate. Some member state has already stepped forward in order to help. Thank you. Thank you, Patrizia. And not at this stage. We have not received a request to coordinate a voluntary relocation of those on board